podcast, 11e épisode, deuxième partie. Bonjour. Bonjour. Hello. Hello. Alors mon petit JB. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? C'est exactement ce que j'allais te poser comme question. Eh bien, je compte vous parler d'un Donjons et Dragons-like, donc Beyond the Wall and Other Adventures. Donc au-delà du mur et autres aventures. Et autres aventures, voilà, bien sûr. De John Cockring et Peter S. Williams, ils sont deux. Donc, Beyond the Wall and Others Adventures, donc c'est un donge-like, un pur Donjons et Dragons qui ne s'appelle pas Donjons et Dragons parce qu'on n'a pas les droits, comme 258 ou 258 autres dans le genre. 0,5. Voilà, 0,5, parce qu'il y en a forcément un qui est en train de sortir au moment même où nous parlons. C'est ça. Et dans la galaxie quasiment infinie et mystérieuse des faux Donjons et Dragons, celui-là, c'est à mon avis un des 5-6 qui mérite d'être mentionné, d'être retenu. C'est-à-dire que là, ça fait quand même bien 5 ou 6 ans qu'on se mange 10 sorties, voilà, 10 sorties de donges par an. Et là, vraiment, c'est un de ceux qui apporte quelque chose à Donjons et Dragons. Alors, mais qu'apporte-t-il, me demanderas-tu, aimable Laurent? Mais qu'apporte-t-il? Voilà. Me demande pas, aimable Laurent. Aimable Laurent. Alors, ce qu'il apporte... Alors déjà, oui, hein, nos lecteurs... 3 bouquins. Voilà, nos lecteurs qui ont l'œil ont repéré que j'avais 3 bouquins sur la table. Alors, ce n'est pas un triptyque au sens manuel des joueurs, guide du maître et autres manuels des monstres. C'est-à-dire que le premier, Beyond the Wall and Other Adventures, est complètement autosuffisant. Vous pouvez vraiment jouer au jeu juste avec ça. Vous avez le bestiaire, vous avez 2 scénarios, les règles de création de personnages, vous avez l'esprit du jeu, je reviendrai un petit peu là-dessus, une fort jolie couverture. Le deuxième supplément qui, pour moi, est un indispensable, mais qui ne l'est pas réellement, vous pouvez vraiment jouer juste avec le premier, donc qui s'appelle Further Afield. Vous avez vu que j'ai pris des cours d'anglais parce que j'ai envie de relever le niveau. Ça veut dire quoi, Afield? C'est une excellente question et je te remercie de me l'avoir posée. Personnellement, j'ai compris ce titre comme plus loin, aller plus loin. Toujours, bien sûr. Voilà, ce qu'il y a au-delà des limites, au-delà de l'horizon. Donc Further Afield qui en fait pose vraiment tous les concepts pour jouer en campagne avec le jeu, parce que c'est vrai que le jeu, et je reviendrai un petit peu sur ses spécificités, avait une petite thématique presque one-shot, en fait, au départ. Là, c'est comment jouer sur le plus long terme, avec notamment d'excellents conseils pour créer, en fait, un univers de jeu en bac à sable par la discussion avec les joueurs lors de la première séance. Je reviendrai, c'est quasiment un must-read absolu si vous vous intéressez à la construction en commun de l'univers de jeu avant de jouer. Et le troisième, qui lui est complètement dispensable, mais que j'ai pris moi pour des questions de confort, qui s'appelle Heroes Young and Old, et donc qui est complètement dispensable. Pourquoi? Parce que 95% de son contenu est téléchargeable gratuitement, grâce à la générosité des auteurs. Je reviendrai aussi là-dessus, c'est un des points forts du jeu. Moi, je l'ai pris parce que je voulais avoir tout en un seul tome, et que je suis un complétiste, alors je voulais avoir les 5% supplémentaires. D'accord. Voilà. Ok. Et je reviendrai sur son contenu précis une fois que j'aurai expliqué une des 2-3 grandes spécificités du jeu. Juste quand je vois les couvertures, il y a un petit côté Seigneur des Anneaux. Et alors, tu m'anticipes complètement. Ah bon. Et... Surtout que je connais pas le jeu, donc d'accord. Parce qu'en fait, je vais axer ma critique sur 3 axes. Le premier, purement mécanique. Le deuxième, au niveau de l'ambiance du jeu. Et le troisième, c'est effectivement le suivi en ligne. Donc, le premier, complètement mécanique. Alors, Beyond the Wall, c'est un donge à l'ancienne. D'accord. Le problème de Beyond the Wall, si problème il y a, alors que ce soit très clair, ma critique est extrêmement positive, j'adore ce jeu. Mais on ne peut pas dire que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Il a un côté... moi voilà, je suis un psychorigide de la règle, je suis un fasciste du D20, moi j'aime que les choses soient carrées, et Beyond the Wall and Other Adventures a été écrit par une bande de hippies à cheveux longs qui fument des pétards et jouent du djembé. Voilà. C'est-à-dire que il y a... Tout ce que tu détestes, quoi. Tout ce que je hais. Alors les gens qui disent « Oui, j'ai une super idée, tiens, je la mets dans mon livre de règles, je vomis ça. » Je vomis. C'est-à-dire que Beyond the Wall a des idées de génie, mais vraiment, c'est pour moi des idées qui révolutionnent un petit peu Donjons et Dragons et qui
font que ce jeu va rester dans les mémoires. Et à côté de ça, des erreurs de débutants en termes de design de jeu, des trucs où tu te dis que les mecs ont vraiment pondu ça vite fait entre deux rendez-vous, etc. Je vais revenir un peu en détail en donnant quelques petits exemples. Mais globalement, si vous êtes comme moi très à cheval sur les systèmes, il va falloir bricoler. Je préfère prévenir. Mais ça vaut le coup à partir du moment où on peut cannibaliser sur les forces. Donc je vais aller très vite sur... on va commencer par les points faibles. Alors déjà, il y a des points faibles dans les points faibles. Premier point faible, Beyond the Wall garde les 5 sauvegardes iconiques de la boîte rouge. Donc évidemment... Je sais que tu n'aimes pas ça. Ah, je déteste ça. Donc effectivement, avoir une sauvegarde contre les objets magiques et une autre contre les sorts et une autre contre les pièges, moi ça me paraît complètement aberrant qu'on garde ça. Eux ont fait le choix de le garder dans une ambiance vraiment de donjon à l'ancienne. Et à côté de ça, ils se disent, oui, mais tout de même, nous ne pouvons pas tourner le dos aux 3 jets de sauvegarde de DD3, donc on va le proposer en règle optionnelle. Sauf que leur règle optionnelle, on sent vraiment qu'ils l'ont torché vite fait, casse complètement l'équilibre des classes du jeu de base. Voilà, ça c'est un exemple typique de petits trucs où on se demande pourquoi ils l'ont fait. Même chose, leur bestiaire, le bestiaire qu'ils fournissent, est quasiment un copier-coller du bestiaire de la toute première édition de Donjons et Dragons, Original Dungeons and Dragons. Oh là là, d'ODD. Voilà, ODD, oh la vache. La fameuse white box, sachant donc qu'on se retrouve avec un ogre qui fait du 1d6 plus 1 point de dégâts. Donc ça, à la limite, c'est pas gênant, sauf que les PJ de Beyond the Wall sont beaucoup plus proches en termes de puissance de DD3. Et donc, on se retrouve avec un guerrier de niveau 1 qui tape, dès le départ, nettement plus fort qu'un ogre. Mais quand je dis nettement, c'est vraiment nettement. Et qui tape, dès le niveau 1, aussi fort que les plus gros cogneurs du jeu. Chez les monstres. Oui, mais moi, ça m'excite, ça. Oui, mais je peux comprendre que ça t'excite. Voilà, donc il y a tout un tas de petits trucs, de bric et de broc. On se dit, mais pourquoi ont-ils fait ça? Mais... Ça tient la route, quand même. C'est jouable, mais moi, puriste, je bricole. D'accord. Je bricole là-dessus. Okay. Mais par contre, je bricole d'autant plus volontiers que je vais cannibaliser sur les bonnes idées. Donc les bonnes idées. Déjà, le truc dont tout le monde vous parlera quand on vous parle de Beyond the Wall, c'est les playbooks. Alors les playbooks, c'est comment à la fois faire complètement dans l'esprit du jeu de rôle à l'ancienne, à savoir ce jeu de rôle, le Donjons et Dragons, où on ne savait pas ce qu'on allait jouer en faisant son personnage, puisque on lançait 6 fois ses 3d6, et en fonction des stats, on se disait, bon bah là mon loulou, ça va plutôt être un magot, parce qu'avec 4 en force, le reste c'est... Puis en face, mais je voulais faire un guerrier enfin, bref. Voilà, donc à la fois c'est complètement cet esprit-là, savoir que votre personnage va être extrêmement aléatoire, sauf que c'est l'opposé du jeu de rôle à l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce système de playbook qui est de dire que tous les persos autour de la table vont avoir le même nombre de caractéristiques, le même nombre de points de carac, mais vous ne déciderez pas où vous allez les mettre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez choisir une classe, donc vraiment l'opposé du jeu de rôle à l'ancienne, et à partir de cette classe, on va vous filer un playbook qui est un petit livret. Et vous allez faire ensuite une succession de tirages qui vont en fait reconstruire l'historique de votre personnage depuis son enfance et qui, à chaque tirage, vont augmenter ses caracs à partir d'un score de base et qui vont ensuite donc définir progressivement votre personnage. Et donc, pour faire court, si vous vous retrouvez avec un personnage qui a au final 16 en force, vous saurez exactement pourquoi vous avez 16 en force. Pourquoi ? Parce que dès le petit, vous étiez la petite brute du village. Pour canaliser votre force, vous avez ensuite essayé de travailler avec le forgeron et tout, avant de vous engager dans l'armée royale. Et vous saurez pourquoi vous avez 16 en force. Donc on se crée tout un historique, en fait, à tout travers à fait. Ces playbooks. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, l'opposé de ce que disait Gary Gygax, qui disait que le background, c'était les 6 premiers niveaux de le personnage. Là, vous allez arriver avec un personnage de niveau 1, qui aura un background complet, qui va le lier à son village, le village dont il est né, le village dont viennent tous les héros de l'aventure, et qui va les lier les uns avec les autres. Notamment sur chaque playbook, il y a un tirage qui va aussi concerner le joueur à la gauche. Et donc c'est un défi que 2 des personnages auront relevé ensemble au cours de leur enfance. Donc en fait, un peu en mode OSR, on n'est pas loin de ce que propose, Franck en avait parlé, de Smallville, c'est-à-dire en fait, tu crées presque une map en fait, de relations et trucs comme ça. Quoi. Eh bien c'est exactement ça, puisque à côté de ça, en fait à chaque fois que le personnage va tirer un des événements au niveau de sa carac, régulièrement, ça va impliquer un PNJ. Et là, le maître de jeu est invité
à laisser le joueur décrire le PNJ, le placer, parce que le maître de jeu il a sa description du village, et en fait le village dans lequel ont agrandi les joueurs va émerger au fil des tirages, et ce qui fait que dès la fin de la première session et de la création des personnages, les joueurs ont une base qui est vraiment construite, qui est... En fait, en narration partagée, on a fait Omelette. C'est le fameux village mais tout à fait. Alors, sachant qu'en plus, il y a cette espèce de point d'entrée qui est que dans Beyond the Wall, on joue des héros adolescents. C'est-à-dire, on joue les jeunes qui partent vraiment à l'aventure, ça se voit sur la couverture. En gros, on joue les jeunes du village qui ont décidé qu'ils allaient devenir des aventuriers. Et donc, t'as vraiment ce concept-là c'est marrant, qui est extrêmement sympa. C'est Stranger Things en version médiévale, quoi. Mais à 16 ans, mais oui. Mais globalement, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit sur les couvertures, c'est qu'on voit que ce sont des jeunes, ce ne sont pas des personnages barbus avec des cicatrices de partout. C'est vraiment leurs premières aventures. Alors, à côté de ça, il y a un système de classes et de multiclassage qui fonctionne parfaitement, c'est-à-dire que ça fonctionne sur 3 classes, le guerrier, l'aventurier et le lanceur de sorts, mais qui ont été extrêmement bien résumés, ils ont vraiment capturé l'esprit de la classe, les 3 classes on a envie de les jouer, et un système de magie qui est beaucoup plus low fantasy que dans le Donjons et Dragons classique, puisqu'en fait les sorts sont divisés en 3 styles de sorts, les cantrips, donc on peut lancer à volonté, les sorts mineurs, les sorts classiques à la DD, et les rituels. Et pour donner une idée de pourquoi Beyond the Wall est un jeu plus low fantasy que le Donjons et Dragons de base, la boule de feu, la fameuse Fireball, c'est un rituel. C'est un rituel. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il faut 3 heures pour la lancer. Et donc la Fireball, en fait, c'est quoi? C'est typiquement un sort de magie de bataille qu'un mage va lancer avant que la bataille commence pour pouvoir ensuite faire quelque chose. Et ça donne une ambiance... Alors, tu parlais du Seigneur des Anneaux, et donc je vais enchaîner sur mon deuxième point, qui est l'ambiance du jeu. Les auteurs ont vraiment voulu poser une ambiance qui, contrairement à 95% des Donjons et Dragons sur le commerce, est une ambiance proche des sources littéraires de donjons. Et c'est-à-dire qu'effectivement, on se dit souvent, est-ce qu'on peut faire du Seigneur des Anneaux avec un donge-like? Avec Beyond the Wall, oui, il y a vraiment une ambiance qui rappelle Tolkien, qui rappelle... Ursula Le Guin, je sais pas comment, je sais pas comment on prononce Le Guin, qui donne vraiment un petit, presque Miyazaki aussi, un espèce de côté. Mais du coup, puisque c'est un peu low fantasy et que tu as cité ces auteurs, c'est alors peut-être que je m'avance un petit peu, mais c'est humano-centré ou mais alors vraiment, hein, pour que les spectateurs sachent, Laurent n'a pas lu le jeu, hein, donc c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, par défaut, les joueurs jouent des humains. Il y a des options pour jouer des personnages non humains, options qui sont développées dans le 3e supplément, mais par défaut, les joueurs jouent des humains, donc on est vraiment dans... C'est les fermiers qui partent à l'aventure, quoi. Il y a vraiment quelque chose là-dessus. Et donc le titre, Beyond the Wall and Others Adventures, c'est vraiment pour ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mur du village? En gros, est-ce qu'on sort vers l'inconnu? Est-ce qu'on sort vers la forêt pleine de fées, etc. C'est beau, parce que du coup, effectivement, les elfes ou les nains, ça va devenir en fait des créatures un peu étranges qui vont peut-être faire peur à ces jeunes aventuriers. Tout à fait, d'ailleurs, il y a un vrai travail sur le bestiaire qui aide vraiment, et même les objets magiques, de donner quelque chose qui est proche du mythe toujours, les fairies sont très présentes, c'est vraiment quelque chose. J'aime beaucoup. Alors après, si on veut jouer les traditionnels non-humains de donjons, on peut, ce sont des playbooks séparés, à part. Dans le livre de base, on n'a qu'un seul playbook, c'est en gros le prince elfe en exil. Donc, et ils arrivent à incorporer ça en fait dans ta création de personnage avec tout le monde dans le village. Tout à fait, c'est-à-dire que le playbook est vraiment typé. Quand on quand on crée son personnage en prenant le playbook du prince elfe en exil, il va vraiment avoir un rapport aux autres qui est je traîne avec des ados. Oui, c'est peut-être l'ermite qui est dans la forêt, tout comme ça, d'accord. Que les enfants vont voir et c'est un appel à l'aventure. Voilà, et c'est vraiment, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes. Il y a même des trucs qui sont pas dans le livre de base mais qui sont dans les suppléments. Il y a un des playbooks qui est complètement barré, mais je trouve l'idée absolument géniale, qui est le playbook pour jouer un seigneur ours parlant, et qui donc en fait est l'ours du bois qui va sympathiser avec les enfants et tout. Il y a vraiment, les ados, parce que ce sont quand même des aventuriers, mais il y a vraiment quelque chose de très intéressant là-dessus. Donc ça c'est au niveau de l'ambiance, donc vraiment les racines littéraires de Donge sont beaucoup plus présentes que dans le jeu de base. Et enfin donc, je vous ai parlé des 2 premiers. Le 3e, qu'est-ce qu'il compile en fait? Il compile tous les nouveaux playbooks pour
changer un petit peu le style de jeu. Donc c'est dans celui-là que vous trouverez les playbooks pour jouer les créatures féeriques. C'est dans celui-là que vous trouverez aussi des playbooks pour ne pas jouer mais des villageois, mais pour jouer une bande de jeunes issus de la noblesse, qui change complètement l'ambiance. Il y a vraiment quelque chose de très différent qui se passe. Et c'est dans ce playbook que vous allez trouver Heroes Young and Old, aussi les playbooks pour jouer des personnages adultes. D'accord, qui accompagnent un peu les enfants. Et qui commencent au niveau 2 au lieu de commencer au niveau 1. Et effectivement, il est conseillé, par exemple, d'avoir un adulte dans un groupe d'enfants éventuellement, pour avoir un rapport mentor avec... D'accord, donc ça, on peut très bien avoir des gosses qui vont être... C'est un peu l'équivalent des Hobbits, et avoir Aragorn qui arrive, qui a déjà de l'expérience, etc. Voilà, et il y a des choses vraiment très intéressantes là-dessus. Et donc, pour finir sur le suivi, Beyond the Wall, c'est une vraie gamme, contrairement à tant de jeux qui, en gros, sortent et il n'y a rien derrière. C'est-à-dire que déjà... Là-dedans, vous avez 2 scénarios et 3 axes de campagne, et sachant que vous pouvez télécharger gratuitement, et j'insiste sur ce point parce que c'est du beau boulot, vous pouvez télécharger gratuitement 3 suppléments, un sur les gobelins, un sur les morts-vivants, et un sur le village pour étayer encore un peu plus le village. Dans chaque supplément, vous avez un scénar, un axe de campagne, etc. Bref, il y aurait plein d'autres choses à dire, je pourrais vous parler... Non, même je ne peux pas, mais je vous le dis, l'ergonomie qui a été, le travail d'ergonomie qui a été fait sur les scénarios et sur les campagnes, qui tiennent en fait en deux... C'est des toutes petites fiches pour en fait vous permettre de jouer quasiment instantanément, c'est super bien fait. Bref, je vais m'arrêter là parce qu'on a dit que le podcast... Ouais. Mais tu sais quoi, j'ai envie de faire péter un peu le compteur. Moi, j'ai juste envie de savoir, ça se joue uniquement en campagne? Alors, en fait, le reproche qui avait été fait sur le premier... c'est que en fait, on crée les personnages, on crée le village, on exploite les 2 petits scénarios, et éventuellement on se dit, bon, est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? Sachant que c'est un donjon qui va jusqu'au niveau 10. Ouais. C'est déjà pas mal. Moi, je trouve ça déjà largement suffisant. Oui, on va plus loin avec celui-là, parce que celui-là, en fait, met en place son concept, donc, en fait, de campagne, d'axes de campagne, qui sont, en fait... une espèce de menace qui va se réaliser. C'est Sauron qui revient, c'est Smaug qui se réveille dans la montagne du destin, etc. Et en fait, l'idée, c'est de fonctionner avec un système de fronts à la Apocalypse World, c'est-à-dire que le danger va devenir de plus en plus palpable. Ouais, au fur et à mesure qu'on s'en rapproche. Et nos jeunes héros vont relever le défi. Et juste pour finir, parce que ça me paraît être une bonne façon de conclure, sur une touche poétique, Beyond the Wall et Other Adventures, donc l'aventure commence quand on sort du village et qu'on traverse le mur. Il faut savoir qu'un des sorts de niveau 10 pour un mage, c'est donc de créer une sorte de muraille terrestre. Ouais. Et ce qui est dit explicitement dans le livre des règles, c'est quand vos mages arrivent au niveau où ils peuvent définir un nouveau mur, il est temps d'arrêter la campagne. Construire peut-être un nouveau village. Voilà, et de laisser la place à quelqu'un d'autre. Ok, de passer le flambeau. Voilà, c'est chouette. J'aime beaucoup. Voilà. Eh ben écoute, moi je suis conquis, je ne connaissais absolument pas. Je le recommande chaudement. Ouais, écoute, et puis je crois que je vais m'endetter demain. Voilà, de toute façon je te les laisse. Et on va laisser la place à un autre jeu de Medfan qui a aussi une identité très très marquée, à savoir Symbaroum. C'est ça, Symbaroum, à voir avec Franck, 3e épisode. Tout à fait, donc bonne lecture. Et bon jeu.